Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. La redevabilité sociale, un levier pour atteindre la couverture sanitaire universelle en Afrique subsaharienne, c'est le thème qui fera objet des échanges au cours de cette émission. Il sera donc question d'expliquer le concept de redevabilité sociale et d'exposer ses avantages et aussi son impact en milieu sanitaire. Et pour aborder le sujet, nous avons avec nous sur ce plateau Dr Luc Kouanou. Vous êtes médecin de santé publique et assistant de recherche au Centre de recherche en reproduction humaine et en démographie. Merci de prendre part à cette émission. Merci, madame. Juste à vos côtés, nous avons Zakiat Latoundi, journaliste spécialiste des questions santé. Merci également à vous de nous honorer de votre présence. C'est un plaisir. Et juste en face d'elle, nous avons Fiacre Nouadjro. Vous êtes ici en tant que représentant de la Maison de la Société Civile. Merci également de nous accorder un peu de votre temps. Merci, précieuse. Juste à côté de vous, nous avons Madame Léa Kenou. Vous êtes sage-femme. Merci également à vous de prendre part à ces échanges. Je vous remercie. Et pour finir, un cinquième invité qui n'est pas physiquement avec nous sur ce plateau. Nous échangerons donc avec lui par visioconférence et ce depuis le Burkina Faso. Il s'agit de Simon Kaboré. Il est directeur exécutif régional du réseau accès aux médicaments essentiels. Merci également à vous de nous accorder un peu de votre temps. Bonjour madame et merci de m'avoir associé à cette émission. Alors, avant d'en arriver au débat, je vous invite à suivre un petit élément. Il s'agit d'un sondage que nous avons effectué pour permettre aux uns et aux autres de se faire une idée de la perception qu'ont les populations sur le concept de redevabilité sociale en santé. On regarde ensemble et on en discute. La redevabilité sociale en santé au Bénin, en quelque sorte, c'est des décisions qui sont prises au haut niveau, mais qui sont normalement censées venir à nos niveaux, c'est-à-dire au niveau de la population, pour qu'on puisse savoir ce qui se dit, ce qui se décide, afin qu'on puisse aussi apporter des apports, parce que c'est en amenant des apports qu'on arrive à développer chaque secteur. Bah, docteur, 120 000. Bah, 200 000 La redevabilité en santé sociale au Bénin, normalement l'État devrait nous rendre compte des lois qu'il vote, mais cela n'a pas été fait en fait. De nos jours maintenant, quand tu es une femme enceinte et tu pars à l'hôpital, si tu n'as pas de cash d'argent dans ta main, les infirmières ou les docteurs peuvent te laisser avec ta grossesse. Je viens de quitter Sénasud tout à l'heure même pour aller voir un patient là. Mais c'est très bon, la manière dont ça dit, les médecins, les docteurs arrivent à soigner les enfants ou bien de nous, les citoyens, c'est bon. Mais ce que moi je vois dedans aujourd'hui maintenant, l'argent est vraiment en état fort au niveau de la santé. Quand tu vas au centre de santé, ça dit c'est de l'argent. La corruption domine là. Ça dit on écrit des médicaments dont on ne peut pas utiliser. Non, c'est des surcharges. Alors, docteur Kouanou, nous les avons écoutés et entendus. Déjà, d'entrée de jeu, la redevabilité, qu'est-ce que c'est? Que faut-il comprendre par cette expression-là? Merci, madame. Alors, lorsque nous parlons de la redevabilité de façon générale, cela fait appel à une relation qui existe entre deux parties. Et les deux parties, ils peuvent s'agir d'individus ou de groupes d'individus. Et dans cette relation, chaque partie, en fait, se doit de rendre compte à l'autre. Donc, comme on l'a entendu tout à l'heure, il y a effectivement la notion de rendre compte. Maintenant, en dehors de cette obligation, en griffe, qui est faite à chaque partie de rendre compte l'une à l'autre, nous avons également un autre élément qui consiste en ce que, selon les résultats qu'on a obtenus, qu'on puisse appliquer soit des récompenses ou des sanctions. En fait, que les résultats soient bons ou mauvais selon le cas.
Alors, et très souvent, lorsque l'on présente la définition de la redevabilité de cette manière, l'on a souvent on voit souvent cette connotation négative, c'est-à-dire un moyen de forcer les gens à rendre compte, un moyen de punir. Mais de plus en plus, nous concevons la redevabilité plutôt comme un élément positif qui, en fait, crée un environnement qui favorise la collaboration entre plusieurs acteurs au sein d'un système ou d'une organisation. Est-ce qu'il y en a plusieurs? On a plusieurs types de redevabilité? Oui, nous distinguons, de façon classique, nous distinguons 3 types de redevabilité. Premièrement, nous avons ce que nous appelons la redevabilité financière. Et la redevabilité financière, c'est le fait que on s'assure en fait que les ressources qu'une partie met à la disposition de l'autre sont bien allouées et bien utilisées en fait pour ce à quoi c'est destiné. Et la redevabilité, l'autre type de redevabilité que nous avons, c'est la redevabilité de performance. Et cette redevabilité consiste à voir que les ressources ont été utilisées effectivement pour atteindre les résultats qui ont été escomptés depuis le début, des résultats sur lesquels les deux parties se sont entendues dans le domaine de la santé, par exemple la qualité des soins, et par exemple un résultat en fait sur lequel on peut dire que les prestataires sont redevables. Alors, un troisième type de redevabilité que nous avons, c'est ce que nous appelons la redevabilité politique, et cela a trait au mandat en fait que la population accorde aux gouvernants afin de pouvoir défendre leurs intérêts, afin de pouvoir œuvrer pour leur bien-être. Donc, ce type de redevabilité s'assure effectivement que les gouvernants assurent très bien leurs responsabilités, leur mandat, en fait, pour lequel les ressources sont pourvues. Mais à part ces 3 types, nous avons également un autre type qui est vraiment important, que nous appelons la redevabilité sociale, qui est, elle, un peu plus transversale, et c'est une redevabilité qui émane, en fait, de la population même. C'est la population qui, à elle, maintenant, met des dispositions en place pour permettre aux gouvernants, pour rendre redevables, c'est-à-dire amener les gouvernants de rendre compte de leurs actions. Alors, c'est justement sur ce dernier point-là, la redevabilité sociale, notamment dans le secteur de la santé, que nous allons aborder tout au long de cette émission. Simon Kaboré, qu'est-ce que c'est concrètement la redevabilité sociale en santé? La redevabilité sociale en santé reprend les différents types de redevabilité que Dr Luc a abordé tout de suite. Seulement, c'est une redevabilité conduite par la population en général et souvent à travers des organisations de la société civile. C'est des mécanismes que, effectivement, la société civile met en place avec l'ensemble de la population pour se rassurer que, effectivement, le gouvernement, par exemple, ou bien le président qui a été élu, met en œuvre les engagements sur le plan sanitaire qu'il a pris pendant sa campagne électorale dans son programme politique. C'est par ce même mécanisme que l'ensemble de la population se rassure que les résultats en matière de santé sont à la dimension des défis de santé du pays. Et c'est à travers également ce mécanisme que l'opinion, la société civile se rassure que les ressources sont utilisées de manière adéquate pour atteindre réellement les bons résultats, pour voir est-ce qu'il n'y a pas de gaspillage et voir si effectivement on est dans une logique de répondre de manière efficiente aux problèmes de santé dans un pays. C'est globalement un peu ça, mais c'est conduit vraiment par la société civile, par les populations, à travers effectivement des textes et orientations qui sont donnés au niveau de la politique en général et du système de santé en particulier.
Docteur Kouanou, si on devait faire un état des lieux en matière de redevabilité sociale en santé au Bénin et en Afrique subsaharienne, qu'est-ce qu'on dirait? Merci. Globalement, je pense qu'au Bénin, en matière de santé, il y a plusieurs cadres en fait qui sont en place depuis des années pour pouvoir permettre à la population d'avoir cette voie-là pour demander des comptes. Alors, lorsque je prends l'exemple simple des centres de santé, dans chaque centre de santé, vous avez par exemple ce qu'on appelle le comité de gestion du centre de santé, et qui est composé en fait des acteurs, des représentants en fait de la population. Et à ce comité, par exemple, toutes les actions en fait qui sont posées dans le centre de santé doivent vraiment, ceux qui posent les actions doivent vraiment pouvoir rendre compte à ce comité-là, par exemple, que ce soit des actions qu'ils posent au jour le jour, mais également de la gestion financière en fait de ces centres. Nous avons aujourd'hui aussi, à part ces éléments, des organisations de la société civile. Nous avons M. Noadjo qui est là et qui mène effectivement des actions en fait dans ce sens pour amener effectivement les gouvernants à comprendre la place que la population a en tant que personne qui les a mises à cette position et à qui ils doivent vraiment rendre compte de leurs actions. Alors, toujours au Bénin, il y a même encore actuellement une nouvelle politique qui est en train, je peux dire, en début de mise en œuvre, la nouvelle politique de la santé communautaire, par exemple. Et dans cette politique, telle que c'est prévu, par exemple, même au sein de chaque village ou de chaque quartier, nous aurons ce qu'on appelle la composante locale du système Donc on se de rapprochera santé, davantage de la population. Et ce creuset, par exemple, la composante locale du système de santé, c'est comme une institution du village qui gouverne en fait tout ce qu'il y a comme activité de santé ou bien comme décision de santé dans ce cadre. Et les acteurs de santé se doivent du moins de rendre compte régulièrement à ce comité en fait de leurs actions. Et ce comité, eh bien, normalement, doit être composé en fait des acteurs de la population elle-même. Donc, voilà. Alors, la situation, à part le Bénin, bon, déjà, au Bénin, donc nous avons tous ces éléments, mais nous pouvons dire que nous sommes en train d'aller vers quelque part, nous sommes en train de progresser. C'est vrai, tout n'est pas encore totalement rose. Nous ne pouvons pas dire que tout est bien et que, bon, voilà, les organisations de la société civile peuvent facilement demander des comptes à l'État et tout, mais je pense personnellement que nous avons des progrès qui sont faits dans le domaine. Et lorsque vous parlez de la sous-région en matière d'Afrique francophone, je pourrais dire que le Bénin n'est pas le dernier en matière de redevabilité sociale. Il y a des pays où, du fait de certaines situations politiques, sécuritaires et autres, on n'a pas nécessairement ce système-là qui amène la population à exiger que les gouvernants rendent compte. Donc globalement, c'est ce que je peux dire. Il y a encore du chemin, mais nous pouvons dire que quelque chose est déjà fait dans ce sens. Vous adhérez à ce qu'il dit là, parce que vous êtes là en tant que maison... Oui, ben, il faut dire qu'il y a du chemin, mais beaucoup reste à faire en matière de dialogue. Je ne dirais pas que les autorités ont le droit. Je dirais nous devons coopérer parce que nous prenons tous cette approche basée sur les droits humains au niveau de toutes les politiques publiques de développement. Et cette approche recommande d'ailleurs qu'on renforce la participation des bénéficiaires, qu'on œuvre pour la non-discrimination et donc qu'il y ait de l'inclusion. Je pense que beaucoup d'efforts sont faits
mais il y a encore du chemin afin qu'on puisse vraiment, dans le secteur de la santé, dire qu'il y a une réelle inclusion, une réelle participation, des cadres vraiment de dialogue et d'échange avec la société civile n'existent véritablement pas afin de permettre à cette société civile de contribuer. Certes, il y a des organisations qui sont prestataires. Ces organisations prestataires doivent également rendre compte aux citoyens de leur mandat aussi bien que les autorités politiques qui assument des responsabilités. Donc, nous avons encore du chemin, mais comme l'a dit le docteur Luc Kouanou, il y a des progrès et je pense qu'on peut s'en féliciter et coopérer davantage. Alors, Zakiat Latonji, comment la redevabilité sociale en santé peut-elle contribuer à accélérer les progrès vers la couverture sanitaire universelle, selon vous? Alors, quand on parle de couverture sanitaire universelle, vous savez, c'est qualité de soins accessible à tous. Et la population est bénéficiaire des soins de santé. Et dans redevabilité sociale, vous avez vu que la population est également impliquée au même titre que les gouvernants, les partenaires qui apportent la ressource financière. À partir du moment où les besoins en santé de la population sont réglés, parce qu'on tient compte de leurs aspirations, on tient compte de leurs problèmes de santé pour mettre le dispositif nécessaire en place, on aura réglé un problème. Comment la population peut contribuer à ça? Vous avez vu dans l'élément passé, l'élément diffusé tout à l'heure, il y a que, par exemple, plusieurs personnes ont témoigné de ce qu'à l'hôpital, on demandait qu'il y ait de l'argent directement, vous voyez. Dans un système de couverture sanitaire universelle, on n'aura plus besoin, si tout est mis en place comme cela se doit, de sortir forcément l'argent avant d'avoir accès à un soin de santé. Et c'est en ça aussi que, en parlant du point au niveau du Bénin, il y a quand même eu pas mal. Il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites aujourd'hui où il y a quand même un régime en quelque sorte d'assurance maladie qui fait que certaines catégories de personnes peuvent avoir accès aux soins sans forcément sortir directement de l'argent. Mais si on peut avoir accès à ces soins-là, c'est que la population à un moment a réglé la question, on aura réglé la question de couverture sanitaire universelle, mais tout part de la question de redevabilité sociale parce que à ce niveau de redevabilité, les populations sont impliquées. Ils pourront également, l'obligation de compte rendu qui leur est fait leur permet également d'exiger un certain nombre de choses et d'aider à améliorer les soins qu'on leur offre après. Donc, vous voyez, ça met véritablement la population au centre même de la chose, plutôt que tout descendre sur la tête de la population. La population est au centre, décide avec les décideurs et contribue à améliorer ce qui est fait par les prestataires de soins. Alors, Léa Kenou, est-ce que vous partagez le même avis qu'elle? Bien sûr, et pour aller dans le même sens qu'elle, je dirais que grâce à la redevabilité sociale, la population est informée de ses droits en matière de santé et est mise au courant par rapport aux mécanismes qui sont mis en place. Aussi, il y a un compte rendu qui essaie d'être fait à la population pour qu'on soit au même niveau d'information, pour qu'il n'y ait pas d'inégalité. Parce qu'en termes de redevabilité sociale, il y a le thème d'équitabilité des soins qui sera mis en exergue. Donc, je rejoins Madame Zakiat Latonji dans ce sens-là. Maintenant, est-ce que dans les faits, ça se passe vraiment comme ça? Je dirais pas vraiment. Pas vraiment. D'accord. Alors, Simon Kaboré, je reviens vers vous d'autre côté. Quels sont les enjeux qui découlent de l'application de la redevabilité sociale en santé, notamment au Bénin et en Afrique subsaharienne, mais notamment sur le plan sociopolitique et économique? OK. Les enjeux se trouvent également dans le fondement même de nos systèmes de santé. Vous savez, nos pays appliquent globalement ce qu'on appelle l'initiative de Bamako. Et l'initiative de Bamako est partie sur le principe que les populations contribuent financièrement aux services de santé, que ce soit les soins, que ce soit les médicaments. C'est pour ça que quand vous partez dans les centres de santé, vous devez payer. Mais en retour, on devrait donner un pouvoir de décision aux populations. C'est-à-dire qu'ils payent pour leur santé, mais en retour, ils ont un pouvoir de décision sur l'organisation des services
et sur le fonctionnement, effectivement, des centres de formation sécuritaire. C'est ça même le fondement, effectivement, politique de la redevance, de la redevabilité sociale. Mais nous constatons qu'effectivement, comme le Dr Luc l'a dit, il y a des comités de gestion qui sont mis en place au niveau périphérique, qui doivent normalement collecter effectivement ces ressources, les utiliser et effectivement suivre effectivement l'utilisation de ces ressources. Mais, et qu'au niveau central également, il y a quand même des textes qui prévoient la participation de la société civile. Mais on a deux problèmes majeurs. Premièrement, les populations ne sont pas assez bien préparées et n'ont pas totalement conscience de leur rôle. Elles n'ont pas réellement la capacité de jouer un rôle de contre-pouvoir pour exiger et analyser les résultats que l'on leur donne en termes de redevabilité. Mais également au niveau central, c'est toujours un perpétuel recommencement. On dit toujours que la société civile doit être associée, le principe est acquis, mais toujours vous allez voir que ce n'est pas forcément les acteurs les plus indiqués qui se retrouvent dans les cadres de concertation, ou bien, et malheureusement, c'est souvent du faire-valoir qui se fait. Donc, on a de la redevabilité sociale qui marche bien sur le papier, dans les documents, mais dans la pratique, malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça, comme a dit Madame tout de suite. Ça ne fonctionne pas comme ça et c'est bien dommage parce que ça remet en cause la performance de nos centres de santé. Tant qu'une personne qui exécute un service n'a pas une redevabilité derrière lui, n'a pas cette pression de rendre, n'a pas cette crainte que ses résultats ne soient mal appréciés, tant qu'il n'a pas cette pression, il ne peut pas être performant. Et c'est pour ça que nos services de santé, malheureusement, dans les différents pays, peinent effectivement à répondre effectivement aux attentes des populations. Alors, docteur Kouanou, ça veut dire qu'il y a un souci d'information qui se pose dans ce processus-là. Effectivement. Comme nous l'avions dit au début, la redevabilité sociale part de la population. N'attendez pas que quelqu'un vienne spontanément nécessairement vous rendre compte. Et même si les gouvernants, par exemple, ne viennent pas rendre compte spontanément à la population, ce n'est pas nécessairement parce qu'ils ne le veulent pas, mais ça ne fait pas partie nécessairement de leur priorité. Donc, c'est quelque chose qui doit émaner des citoyens eux-mêmes. Et si ces citoyens ne sont pas informés de leurs droits, si ces citoyens ne savent pas, en fait, le rôle clé qu'ils peuvent jouer pour que le système de santé se porte mieux, tout en mettant en place des systèmes pour pouvoir faire le plaidoyer, pour pouvoir exiger, en fait, d'une certaine façon, le compte rendu en fait, des actions, que ce soit des prestataires, mais également des gouvernants, cela ne pourra pas marcher. Donc, il y a effectivement ce problème de base qui concerne la communication. Et je pense qu'il y a un grand vent actuellement qui souffle en fait, dans la région et qui fait quand même que les acteurs de la société civile se réveillent de plus en plus, ils comprennent davantage leur place et ils mettent en place des systèmes pour pouvoir effectivement rendre les autres parties un peu, en tout cas plus redevables en fait, de leurs actions et de leurs décisions. Alors, Léa Kenou, vous qui êtes opérationnel ou enfin, sur le terrain, qui vivez certaines réalités, est-ce qu'il est simple, est-ce qu'il est facile pour quelqu'un qui vit une mésaventure dans le système sanitaire de veiller à ce que les responsabilités soient situées? Je pourrais dire non, ce n'est pas toujours facile parce que déjà, la population, celui qui a subi une mésaventure ne connaît pas forcément ses droits. D'accord. Et la relation soignant-soigné est déjà biaisée. Comme le docteur Luc l'a dit, il y a un problème de communication à tous les niveaux. Vous voyez un peu. Déjà, une personne qui vient à l'hôpital pour se faire soigner, elle est en position de faiblesse. Maintenant, cette personne subit un petit problème, une mésaventure avec un soignant. Déjà, elle a du mal même à s'exprimer parce qu'elle trouve qu'elle ne sera pas entendue.
elle ne sera pas entendue. Et même si elle cherche à mener une action, je dirais peut-être judiciaire, ça n'aboutira pas. Dans la majorité des cas, ça n'aboutira pas parce qu'elle n'a pas peut-être les preuves qui appuient, les preuves qui renforcent ce qu'elle est en train de dénoncer, par exemple. Donc vraiment, ce n'est pas aisé de se plaindre parce que ça n'ira pas loin. Dans la plupart des cas, ça ne va pas loin. Votre avis? Oui, mon avis, c'est que nous avons du chemin dans ce sens-là. Au Bénin, il n'est pas facile pour un patient qui a subi des désagréments d'aller jusqu'au bout. Et c'est en cela que l'État devait renforcer les mécanismes de redevabilité sociale. La redevabilité sociale fonctionne en fait comme un miroir qui permet en fait à l'autorité publique d'apprécier la qualité du service qu'il délivre aux populations. Du coup, ça permet de se rendre compte des failles et on se rend compte que les mécanismes de plainte ne fonctionnent pas. Combien de fois? Vous voyez, l'agent de santé a dit, lorsqu'il y a des situations, les gens ne se plaignent même pas parce qu'ils ne connaissent pas leurs droits, ils ne savent pas qu'ils doivent se plaindre. Lorsqu'ils se plaignent, quel est l'aboutissement heureux qui permet à l'agent de santé de se corriger et à d'autres de ne pas commettre les mêmes erreurs. Et ça veut dire que aussi sur le plan de la justice, il y a des choses qui doivent être faites. Il y a aussi que des acteurs de la justice doivent s'auto-saisir de certaines situations pour amener à comprendre. D'où il faut renforcer les capacités des populations. Mais vous allez comprendre que depuis l'arrivée du gouvernement du président Talon en 2016, ça s'est sensiblement amélioré. Les personnes osent un peu la dénonciation. Mais il reste que l'action en justice doit se poursuivre, aller jusqu'au bout afin d'encourager. Et nous, par exemple, au niveau de la Maison de la Société Civile, nous avons depuis 2018, dans ce sens d'amener les populations à mieux connaître leurs droits, on a commencé par sensibiliser sur la nécessité de se spécialiser pour que les organisations ne soient plus touche à tout, comprennent mieux dans leur domaine ce qu'il faut faire. Et du coup, lorsqu'elles sont sensibilisées dans leur domaine, on a mis en place des pôles thématiques et le pôle 2 qui s'occupe de santé renforce les OSC qui sont dans le secteur de la santé. L'objectif, c'est qu'elles soient à même de mieux accompagner les populations, que les populations, quand à la base, les questions essentielles sont bien réglées, l'État aura moins de problèmes à gérer au niveau central. Donc, ce sont ces organisations qui doivent faire ce travail-là de proximité. Alors, est-ce qu'il existe des dispositions législatives au Bénin qui protègent les personnes qui veulent justement dénoncer ce genre d'agissement? Oui, tout à fait. Au Bénin, il existe des dispositions qui protègent quelqu'un qui dénonce un fait. Mais il faut savoir s'y prendre et le faire dans les règles de l'art. Il faut savoir aussi documenter les moyens également, c'est-à-dire les preuves. Et donc, c'est faire en sorte que les populations puissent connaître cette possibilité, ces opportunités qui leur sont offertes et pouvoir les exiger aussi au niveau de l'appareil judiciaire parce que vous savez, on est toujours dans un contexte où c'est la relation parfois de qui tu connais, qui prime et bien que tu sois dans tes droits, parfois il y a l'intimidation. Déjà dans le cercle familial et autour de toi, on te demande de renoncer, de laisser tomber la procédure. Il y a de l'intervention un peu partout. Et donc, c'est faire en sorte que les populations renforcent leur confiance dans l'appareil judiciaire et que les autorités judiciaires jouent leur rôle jusqu'au bout. Dans ce sens-là, je pense qu'il y a des tests qui protègent. Maintenant, c'est pouvoir saisir ces opportunités, les mettre en application effectivement. Alors, Simon Kaboré, sur la même question, mais de façon plus large, je dirais, puisque là, nous parlions du cas du Bénin. Est-ce que dans la région subsaharienne, les textes qui existent suffisent à protéger ces personnes-là qui veulent dénoncer la chose? Bon, en réalité, c'est les mêmes textes qui protègent normalement tous les lanceurs d'alerte et dans le cadre du principe de la démocratie. Normalement, les constitutions effectivement protègent dans chaque pays ceux qui sont brimés et qui veulent dénoncer les cas de violation. Mais également, bien sûr, on a
dans les pays ce qu'on appelle souvent le code de santé publique, qui effectivement donne des droits effectivement à cela. Parce que qu'est-ce qu'il y a comme danger? Peut-être le danger en dénonçant un personnel de santé, c'est que le même agent de santé te refuse des soins ou bien qu'il te pratique des mauvais services. Alors que non, dans les codes de santé publique, c'est assez clair. Et dans le code pénal aussi, c'est assez clair. Tu ne peux pas, par exemple, refuser les soins à une personne pour quelque raison que ce soit. Pour cela, les textes sont quand même assez bien les donner d'alerte et pour empêcher justement qu'il y ait des règlements de compte. De la même manière que les textes aussi protègent l'agent de santé, parce qu'il ne faut pas qu'on voit seulement le cas où c'est l'agent de santé seul qui peut violer les droits de l'usager. L'usager aussi peut violer les droits de l'agent, parce qu'on a souvent des cas où des agents de santé sont appréciés dans les centres de santé et peuvent porter plainte aussi et doivent être bien sûr entendus également. Ils peuvent faire l'objet aussi de diffamation. Et dans ce cas aussi, l'agent de santé peut utiliser les textes pour se défendre et condamner celui qui fait la diffamation. Donc, les textes, il n'y a pas de texte spécifique pour le secteur de la santé pour protéger ceux qui dénoncent, mais les textes globalement dans le pays permettent effectivement à quelqu'un de dénoncer sans que cela ne porte préjudice effectivement à son état de santé ou à son accès au service de santé. Zakiat Latunji, on le disait, un encadrement légal, mais dans les faits, vous, en tant que citoyenne, est-ce que vous estimez que ces textes-là suffisent justement à protéger? Il y a des tests, on le reconnaît tous, les dispositions législatives sont là, qui devraient pouvoir protéger et favoriser également le cadre pour la population de se plaindre. Mais dans la pratique, comment ça se passe? Autant que nous sommes des demandeurs de soins. Même le médecin, à un moment, il va se sentir dans le besoin d'aller vers un autre médecin parce que ça ne va pas. La sage-femme, c'est pareil. Vous, c'est pareil. Moi et tous ceux qui nous suivent. Donc, nous allons vers les services de santé pour demander des soins. Mais qu'on ne se leurre pas. On sait très bien comment ça se passe. Aujourd'hui, heureusement, il y a qu'on peut travailler. Il y a la possibilité d'aller vers un clientèle privée ou en clientèle publique, encore que dans le privé, bon, il y a peut-être un peu plus d'attention parce que vous payez, il y a un coût par rapport au public. Exactement. Mais vous êtes d'accord avec moi que les droits du patient ne sont pas toujours respectés. Et quand bien même vous remarquez qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que vous décidez de vous plaindre, et est-ce qu'on maîtrise la procédure de la plainte? Il faut documenter, comme l'a dit monsieur tout à l'heure, mais est-ce que tout le monde sait également comment il faut documenter et quelles sont les actions à mettre en œuvre pour que ça puisse aboutir? Ensuite, il y aura tellement d'interférences que si vous n'êtes pas patient et décidez à aller jusqu'au bout, vous n'allez pas réussir vraiment. Ensuite, il y a la procédure au niveau du pénal aussi, il y a l'efficacité de la chaîne pénale. Et là, c'est encore toute une autre réalité. Donc, je pense qu'il y a énormément à faire déjà à partir de l'entrée à l'hôpital. C'est l'accueil, c'est les soins, c'est le personnel de santé, il y en a. Et si on devait, par exemple, s'amuser à aller dans chaque famille, demander aux gens, je suis sûre que vous allez entendre pas énormément de choses, c'est sûr. À raconter. Alors, Fiacre Nouadjro, quelles sont les actions que mène aujourd'hui la société civile justement pour offrir un meilleur environnement aux populations en matière de soins, de redevabilité sociale en santé? Oui, il faut dire qu'en matière de redevabilité sociale dans le secteur de la santé, beaucoup de choses sont faites ces dernières années. Il y a CERUD, il y a FODI, ACS, qui développent quand même beaucoup d'initiatives en termes de renforcement de capacité des organisations de la société civile. Parce que pour agir, il faut connaître, il faut comprendre. Pour bien agir, il y a cette structuration de la société civile intervenant dans le secteur de la santé au niveau du pôle thématique 2, comme je l'ai mentionné, histoire d'aller vers cette professionnalisation des acteurs pour qu'ils connaissent mieux les tests,
pour mieux accompagner les populations. Parce que la société civile, c'est cette représentation-là, des voix, des sans-voix que sont les populations, afin de lever la barrière de la discrimination qui s'observe à un certain niveau. Et donc, il faut poursuivre dans cet élan d'accompagnement, faire en sorte que les personnes connaissent leurs droits et faire en sorte que les personnes puissent agir, même à partir de la petite échelle. Et il y a qu'il faut donner la possibilité aux populations de s'exprimer au niveau déjà communautaire sur la qualité du soin, la qualité de l'accueil, sur la qualité des prestations, de l'équipement, etc. Parce que ces populations participent en effet en payant les prestations, en payant des impôts, etc. Donc, elles ont besoin en retour également d'avoir un compte rendu sur comment ça se gère, de constater les améliorations en effet. Alors, docteur Kouanou, on va essayer quelque chose de schématique, je vais dire. Imaginons un instant que le concept de redevabilité, qu'il s'agit d'une roue qui tourne. Comment est-ce que les acteurs impliqués dans le système rendent-ils des comptes ou devraient-ils rendre des comptes? Merci beaucoup. Et bon, je pense que pour mieux répondre à cette question, je vais peut-être partir d'un schéma que nous appelons, que nous utilisons vraiment au niveau du CERUD, mais également dans la région, en fait, pour parler en fait de comment est-ce que la redevabilité fonctionne en fait dans le système de santé. Et nous l'appelons la théorie de programme du paradis et de l'enfer. Donc, dans ce schéma, par exemple, vous allez voir 3 groupes principaux d'acteurs. Vous avez, par exemple, en haut, pas pour dire qu'ils sont les plus importants, vous avez les acteurs politiques avec les acteurs techniques. Donc, c'est par exemple le président de la République, mais également les acteurs du ministère, par exemple, de la santé, qui doivent mettre en œuvre des choses de façon spécifique. Et vous avez également d'un côté aussi les prestataires qui doivent offrir les services. Et ces prestataires peuvent être des prestataires privés ou publics. Et de l'autre côté, vous avez aussi la population qui est un élément très important. Et nous l'avons déjà dit depuis que nous avons commencé cette émission, nous avons insisté déjà 1000 fois sur cela. Et lorsque nous parlons de la population, c'est non seulement nous en tant que citoyens, mais c'est également les organisations de la société civile, les médias, les hommes de médias et tout. Donc, et chacun de ces acteurs a son rôle à jouer, effectivement, pour que le système qui est en place puisse offrir effectivement un environnement favorable à la redevabilité. Et lorsque nous voyons les relations qu'il y a entre ces différents acteurs, il y a des éléments autour desquels en fait ces relations tournent. C'est d'abord par exemple l'organisation même du système de santé, les lois et les règles qui existent, vous en avez parlé tout à l'heure. C'est également les données sur la base desquelles les décisions sont prises. C'est également les possibilités qui sont offertes aux parties, notamment à la population par exemple, de s'exprimer, et ce que nous appelons la voix de la population. Et nous estimons que tout ceci est huilé en fait par la redevabilité. Si effectivement nous avons tous ces éléments en place, nous estimons que cela vraiment va effectivement favoriser le système de la redevabilité. Et au sein de cela aussi, nous avons ce que nous appelons les piliers de la culture de redevabilité. Alors, lorsque je prends entre les prestataires et la population, par exemple, alors, les prestataires doivent comprendre ce qu'on attend effectivement d'eux, quelles sont les attentes. Les attentes doivent être clairement définies. Et par exemple, quelque chose qu'on attend, c'est que les prestataires puissent offrir des soins de qualité, par exemple. Et il faut effectivement qu'on s'assure également qu'ils ont les capacités, ce que nous appelons capacités, c'est-à-dire les moyens, les compétences, les ressources nécessaires pour pouvoir offrir ce service
qu'on leur demande d'offrir et pour pouvoir atteindre cette qualité qu'on leur demande d'atteindre. Et il faut également qu'il y ait un système en place pour pouvoir mesurer facilement si ce qu'on attend effectivement est atteint ou pas. Donc, il faut des mesures qui soient définies clairement et il faut, par exemple, des conséquences qui soient définies dès la base. Et lorsque nous parlons de conséquences, c'est vrai, nous avons beaucoup plus insisté ici sur les plaintes, les sanctions, mais n'oublions pas aussi les conséquences positives. Alors, lorsque l'agent fait très bien, lorsque les résultats que nous voulons sont atteints, alors qu'est-ce qui est mis en place pour pouvoir encourager cet agent à mieux faire et tout. Alors, et nous concevons en fait que lorsque tout ceci est mis en place, par exemple, c'est vrai que c'est dit simplement, mais c'est un peu plus complexe en fait qu'on le dit. Mais si tout cela est en place, les prestataires vont offrir des soins de qualité. Vous allez voir, la population va mieux avoir confiance en ces services de santé et nous allons évoluer en fait vers une bonne performance, des bons résultats en matière de santé. Et tout ceci va nous permettre d'avancer vers la couverture sanitaire universelle que nous attendons tous. Donc voilà un peu ce que je peux dire, mais au centre de tout ceci, je mets effectivement je mets l'accent sur le rôle clé de la population, le rôle clé de la population à laquelle du moins est redevable non seulement les prestataires, mais également le pouvoir en place. Vous voyez, la population, c'est la population qui met les ressources à la disposition, par exemple des pouvoirs pour que les services soient assurés. Alors, il faut que le pouvoir en place puisse dire clairement comment est-ce que ces ressources sont utilisées pour que effectivement les résultats soient atteints. Donc, vous voyez, la population, les citoyens ont effectivement un rôle clé à jouer si nous voulons vraiment atteindre la couverture sanitaire universelle. Alors tout à l'heure, justement, vous parliez des attentes des populations. On va suivre un petit élément dans lequel, justement, certains citoyens se sont prononcés là-dessus. Ils nous ont dit, en fait, ce qu'ils espèrent voir changer grâce à ce système-là. On les suit. On constate surtout qu'au niveau du secteur de la santé, nous avons beaucoup de problèmes. Les coûts à l'hôpital, aux côtés des opérations, les prescriptions, même des prescriptions des médicaments. Même aujourd'hui, quand tu rentres dans une pharmacie, les médicaments qu'on avait l'habitude peut-être de prendre à 1000 francs sont allés à 1500, à 1250. Moi, je demanderais bien au gouvernement de revoir ces réformes afin de pouvoir aider aussi la population à avoir accès à des soins beaucoup plus potables, si je peux le dire ainsi. Et aussi à nos agents de santé d'essayer de les reformer parce qu'on constate surtout que dans les hôpitaux, l'accueil n'est pas du tout fait. Et déjà, les hôpitaux, vous savez, à certaines heures d'année, il y a les moustiques et autres. On vient à l'hôpital pour se faire soigner, pas pour retomber malade. Franchement, selon moi, l'État devait penser un peu à ça et penser à ses innocents et à ses enfants. L'État devait solliciter des moyens pour trouver des solutions. Si par exemple réduire l'argent des opérations, là ça pouvait aider ces femmes, ces mères qui n'ont pas d'argent pour pouvoir soigner leurs enfants. Si par exemple un enfant est malade et sa maman l'amène à l'hôpital, même si elle n'a pas l'argent en même temps, au moins l'hôpital peut l'aider pour quelques soins d'abord, avant de demander à ce qu'elle cherche le reste pour pouvoir faire ce qu'il faut. C'est nous en tant que citoyens qui devons aider l'État. Quand nous allons dans les centres de santé, ce que nous voyons, nous devons faire des grognes sur des antennes. En ce moment, l'État doit être au courant de tout ce qui se passe dans la maison. La décision de prendre toujours là-bas, c'est-à-dire l'État ne nous avertit pas avant de prendre cette décision parce que si c'est bon ou bien c'est pas bon, c'est-à-dire vous êtes vraiment être prêt pour pouvoir subir, c'est-à-dire ce qui va sortir comme décision. Normalement, l'État devait nous avertir
ou bien il devait en avoir des organisations pour les citoyens, on peut déléguer les gens pour qu'ils devaient être aux côtés des citoyens de leurs décisions là-bas pour pouvoir sauver, c'est-à-dire les citoyens. Alors, Zakat Latondi, on l'a suivi, j'ai vu vos réactions sur le plateau tout à l'heure, les attentes, elles sont nombreuses, les plaintes également. Comment est-ce qu'on peut faire, comment agir pour impliquer davantage le citoyen lambda dans ce processus, notamment à son avantage? Il y a beaucoup d'attentes venant de la population et je trouve que c'est tout à fait légitime parce qu'on a besoin d'être en bonne santé pour gérer tout le reste. Si vous n'avez pas la santé, vous n'avez rien, vous ne pouvez absolument rien faire. Alors, comment impliquer davantage la population? Je pense que c'est à la population elle-même de chercher à s'impliquer. Parce que si elle va attendre qu'on vienne l'impliquer, ça ne sera jamais facile. C'est même pas évident parce qu'on n'est pas habitué à l'exercice du compte rendu, à l'exercice de rendre compte. On n'est pas habitué à ça et les gens ne sont pas prêts à le faire. Ce qui est intéressant ici, c'est que positivement comme négativement, il y a des points à noter. Et donc, quand le système est bien organisé, la personne qui fait bien est citée en exemple et pourra, pourquoi pas, amener les autres aussi à le faire. Je pense qu'il faut voir les choses de cette manière-là. Et maintenant, pour la population, c'est à elle-même de chercher déjà à mieux s'informer. Et pour les organisations et les différentes structures qui sont dans le secteur, à être mieux organisées. Parce que si on parle de l'implication de la population dans le système de redevabilité sociale, je ne pense pas que ça puisse être efficace si on prend chacun individuellement. Ça pourra aller mieux et être mieux fait si c'est à travers des organisations de la société civile. Et donc, une fois encore, la maison de la société civile, le plaidoyer, c'est auprès de la maison de la société civile pour que, justement, l'effort qui est fait de spécialisation au niveau des organisations de la société civile puisse être renforcé et qu'une fois que ces organisations ont reçu les prérequis nécessaires, traduisent ça dans la pratique. Il reviendra à ces organisations, une fois dans la communauté, d'amener les populations à s'exprimer et ces organisations pourront mieux jouer leur rôle et forcer, parce que nulle part c'est facile à quelqu'un de venir faire du compte rendu, c'est pas évident du tout. Du point déjà au niveau micro de nos différentes familles, entreprises, c'est pas évident. Donc tant qu'on ne va pas mettre la pression, mais une pression douce et modérée, on n'y arrivera pas. Et comme on dit, c'est la population qui est à la base, qui est l'élément central, et donc tout doit pouvoir se faire au niveau de la population. On vous a cité à plusieurs reprises, donc votre réaction. Non, mais voyez-vous, le docteur Luc Kouanou parlant tout à l'heure de la roue, les autorités, les décideurs partent de cette communauté-là. Et ils doivent se rendre compte qu'en descendant, ils vont retourner dans cette communauté. Et c'est seulement les systèmes qu'ils auraient mis en place, ce sont ces mêmes systèmes qui vont les accueillir dans les centres de santé. Donc, ils ont l'obligation d'améliorer la qualité de l'accès aux soins en termes d'accès financier. Parce que quand tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas aller à l'hôpital. Tu vas à l'hôpital, on te dit va payer à la caisse d'abord. Ce n'est pas juste. Il faut faire en sorte que la personne qui n'a pas l'argent en poche, quand il va à l'hôpital, on le prend en charge. Il y a l'infrastructure, la proximité. Il y a la distance aussi des centres de santé. Vous avez dans certaines localités du pays, les centres de santé sont très loin des populations. Et tout ça, ça ne crée pas le sentiment d'appartenance, de fierté et d'appartenance à un pays. Il faut faire en sorte qu'on ait des agents de santé bien formés, qualifiés, qui accueillent bien, parce que l'accueil soulage aussi la douleur, et donc faire en sorte que ces agents accueillent bien, que l'infrastructure soit vraiment à proximité, et ensuite la population pourra apprécier le progrès qui est fait. Tant qu'il n'y a pas ça, on peut tout faire, on peut mettre des enjoliveurs, mais si la douleur, on n'a pas mis en place des mécanismes pour que la population puisse apprécier une certaine amélioration, un soulagement, on dira toujours qu'il reste à faire. La société civile jouera sa partition avec l'appui, on l'espère bien, du gouvernement et des partenaires qui accompagnent le secteur de la santé. Alors, Simon Caboret, j'ai une question pour vous. Est-ce qu'il existe des techniques ou des approches efficaces auxquelles pourraient se référer les populations pour une meilleure implication?
il y a des expériences quand même qui sont expérimentées dans les pays et je pense que au niveau du Bénin aussi, c'est ce qui est en train d'être fait. Et je dirais déjà, je me rappelle qu'en 2008, il y a eu un sommet à Ouagadougou sur la relance des soins de santé primaire. Et la conférence des ministres a recommandé la promotion de la conscience sanitaire. Effectivement, c'est le socle sur lequel peut s'appuyer la population pour agir. Il faut que nous travaillions à élever la conscience sanitaire des populations. Il faut que les populations arrivent, comme on l'a dit ici, à connaître leurs droits, leurs devoirs, à connaître comment les mécanismes fonctionnent et ce qu'ils peuvent revendiquer, ce qu'ils ne peuvent pas revendiquer. Et ça, vraiment, c'est le rôle de la société civile de tout faire pour qu'effectivement, ils ne soient pas les seuls éclairés de la population, mais que la plus grande partie de la population soit éclairée. À partir du moment où il y a cette conscience sanitaire, il y a maintenant comment est-ce qu'on s'organise pour regarder comment est-ce que les résultats sont atteints, comment est-ce que les ressources sont utilisées, quelles sont les promesses, les engagements pris par et nous, on a déjà commencé à travailler avec les ONG du Bénin pour mettre en place ce que nous appelons, par exemple, le système de 2SCPS, qui veut dire le suivi stratégique citoyen des politiques de santé. C'est une stratégie qui permet effectivement de réunir toutes les formes de redevabilité en un seul pour se rassurer qu'effectivement, on veille à la gouvernance du système de santé, on veille à l'utilisation des ressources et on veille aussi à l'accès aux services de santé. Parce que quand j'ai écouté tout de suite, on a mis beaucoup d'accent sur la redevabilité entre l'agent de santé et le bénéficiaire. Et souvent, les gens se focalisent là-dessus parce que l'agent de santé est au dernier maillon et est en contact direct avec les populations. Mais on oublie souvent que l'agent de santé souvent ne peut faire qu'avec les moyens que le gouvernement met à sa disposition. Donc, la population et l'agent de santé même peuvent se constituer en groupe, comme le Dr Luc l'a dit, pour demander des comptes au gouvernement si le gouvernement ne met pas à disposition les ressources qu'il faut. Si, par exemple, il y a des ruptures de médicaments et que l'agent de santé n'a pas de médicaments pour soigner, il ne peut pas faire autrement. Si le gouvernement dit qu'il faut nécessairement que la personne paye pour avoir accès aux services de santé, l'agent de santé ne peut pas faire autrement. Donc, il faut qu'on arrive réellement à réorienter les populations pour ne pas se focaliser sur leur vis-à-vis, qui est l'agent de santé, mais savoir aller plus haut pour demander qu'en amont, effectivement, l'agent de santé aussi ait les moyens de faire le travail pour lequel il a été commandé. Alors, Zakiat Latoundji, il vient de le dire, hein, c'est vrai que les agents de santé ont été indexés à plusieurs reprises, mais ça ne dépend pas totalement d'eux non plus. Hein, ils font avec les moyens de bord, on va dire. Votre avis, les politiques, quelle doit être l'implication des politiques dans ce processus? Alors, on a dit dans redevabilité sociale, la population a un rôle assez important, mais il n'y a pas que la population, il y a le pouvoir public, il y a les partenariats qui peuvent également se nouer avec d'autres structures qui doivent mettre à la disposition justement des praticiens les moyens nécessaires. Quoique, bon, on a besoin de moyens, d'accord, mais tout ce qu'on rencontre comme difficulté à l'hôpital n'est pas toujours lié aux moyens. Il y a, je vois Madame Soué en tant que praticienne, mais vous êtes d'accord avec moi, tout ce qu'on subit comme problème à l'hôpital n'est pas lié à des questions de moyens. Accueillir quelqu'un, ça n'a rien à voir avec les moyens. Après, on vous dira qu'il y a la pression du travail, il y a beaucoup de choses. Donc, il n'y a que l'État entièrement sa partition à jouer en mettant les moyens nécessaires à disposition et surtout en créant le cadre approprié pour permettre également aux praticiens de bien faire son travail. Une fois qu'il y a les dispositions également, hein, les dispositions juridiques pour créer le cadre approprié pour lui permettre de bien faire son travail. Une fois qu'on a mis les moyens à sa disposition, obligation de résultats hein, auprès de la population, et après obligation de compte rendu aussi dans un cadre où et le praticien et la population peuvent se retrouver
échanger, essayer de faire également des propositions pour améliorer l'existant. Merci beaucoup. Merci à chacun d'entre vous d'avoir pris part à ces quelques minutes. C'est allé très rapidement. J'espère vous retrouver sur notre plateau pour d'autres thèmes à débattre très bientôt. Merci encore. Voilà, ce sera tout pour cette émission. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir reçus chez vous. Au revoir et à très vite.